bonsoir madame, merci d'être présente avec nous sur CNews. On rappelle que vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, pardonnez-moi. Députée d'un département particulièrement mis à mal depuis le début de la crise sanitaire, madame Autain. Le taux de surmortalité y a bondi de près de 130% entre le 1er mars et le 27 avril par rapport à la même période en 2019. C'est simplement 2 fois plus que dans les Yvelines par exemple ou la Seine-et-Marne. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre département? Les différentes alertes lancées ont-elles été entendues? Écoutez, les alertes, nous les avions lancées avant l'arrivée de la crise parce que les raisons de cette surmortalité que vous venez d'expliquer, de donner en chiffres, nous les connaissons depuis très longtemps. En réalité, il y a là un ensemble de facteurs qui sont liés aux inégalités sociales et aux inégalités entre les territoires. Pourquoi est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, la morbidité est plus importante? Eh bien, je vais vous donner quelques facteurs qui permettent d'expliquer cette situation. D'abord, je ne sais pas si on peut dire d'abord, parce qu'il est difficile de faire la part entre les différents facteurs. Mais disons, parmi les facteurs, d'abord, nous avons des personnes qui ont continué à aller travailler et qui ont donc pu être exposées au virus. Nous avons de nombreuses caissières, des aides à domicile, des aides-soignantes, des livreurs qui ont continué à travailler et qui ont pu être exposés. Par ailleurs, en Seine-Saint-Denis, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires ou de diabète, en tout cas beaucoup plus qu'ailleurs. Et c'est là que arrivent des comorbidités par rapport au virus. Nous avons également un problème de surpopulation dans les logements qui fait qu'il est plus difficile d'être confiné et de mettre en œuvre des gestes barrières, en tout cas de ne pas contaminer ses plus proches. Ensuite, vous le savez également, nous avons en Seine-Saint-Denis des déserts médicaux très important et un rapport à la santé, aux médecins qui n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. En Seine-Saint-Denis, pour des raisons économiques, nous sommes un département, le département très très pauvre avec des populations fragiles sur le plan financier. Et bien culturellement, les gens se sont habitués à ne pas consulter. Or, retarder une consultation, eh bien, c'est là aussi se mettre davantage en danger par rapport au virus. Donc, vous le voyez, ce sont des éléments d'ordre sociaux et culturels qui viennent directement d'inégalités que nous avons dénoncé depuis maintenant des décennies et en particulier depuis moi que je suis élue députée, je dois dire que depuis 3 ans, nous n'avons pas chômé pour interpeller le gouvernement pour qu'il y ait des mesures qui permettent de mettre fin à cette rupture d'égalité qui nous touche en particulier. Peut-être d'autres ruptures d'inégalité, comme vous dites, d'égalité, pardon, comme vous dites. Vous avez certainement lu ce matin dans le journal du dimanche cette tribune d'une dizaine de médecins de Seine-Saint-Denis qui alertent sur le système de santé au bord de la rupture. Ils dénoncent une absence d'équité sanitaire. Les mots sont particulièrement forts. Hein. Vous faites le même constat ? Mais oui, et on le fait depuis longtemps. Nous avions signé une tribune avec tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, tous bords confondus, pour alerter sur la situation de la santé il y a maintenant plus d'1 an. Donc vous voyez, on était très au fait de cette situation. Il y a des déserts médicaux en Seine-Saint-Denis qui sont très grands, très forts. Donc, en effet, nos hôpitaux sont aussi en train de faire avec parfois des moyens très très faibles, en dépit d'une mobilisation des personnels que je veux vraiment ici saluer, parce que l'une des spécificités de notre département, c'est aussi l'engagement des personnels hospitaliers, des personnels des municipalités, des collectivités territoriales en général, des bénévoles associatifs. C'est impressionnant. Vous verriez ce qui s'est mis en mouvement dans notre département, vous seriez impressionné. Je pense aussi à un autre exemple très important qui est la question de la crise alimentaire et les chaînes citoyennes associatives qui se sont déployées depuis plusieurs semaines parce que la très grande précarité nous met dans une situation très tendue et sans doute ça ne fait que commencer où vous avez des queues très très grandes devant les banques alimentaires avec des gens qu'on n'avait jamais vus qui basculent dans une pauvreté extrême. Et bien pour tout cela, il faut saluer les personnels qui font ce travail et les bénévoles. Mais pour autant, la responsabilité
responsabilité de l'État est engagée sur la rupture d'égalité pour ce qui concerne la santé, mais vous savez aussi que sur la santé, malheureusement, les problèmes sont aussi à l'échelle nationale, gravissimes, parce que voilà des décennies, là encore, qu'on a fermé des lits, qu'on a progressivement transformé la santé comme une marchandise au lieu de le chérir et de constituer un bien commun avec des moyens qui grandissent et non pas qui réduisent comme peau de chagrin. Je voudrais qu'on aborde cette crise maintenant, votre regard sur cette crise avec un angle un petit peu plus global. Vous dénoncez régulièrement l'impréparation du gouvernement face à cette crise. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'impréparation de l'État, ce qui donnerait évidemment une échelle de grandeur un peu plus large ? Moi, je pointe l'impréparation du gouvernement. Parce qu'il aurait dû, à partir du moment où il avait des informations sur l'arrivée de la crise, anticiper et organiser la production de matériel. Or, c'est là où le gouvernement, et je dis bien le gouvernement et pas simplement l'État, a fait faillite. C'est un fiasco terrifiant, parce que non seulement les messages de communication étaient extrêmement contradictoires, mais en plus, la possibilité de mettre l'industrie en marche pour que nous ayons à temps des masques, des gants, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où, en France, 6e puissance économique mondiale, vous avez des personnels hospitaliers qui sont obligés de se faire des blouses avec des sacs poubelles. Enfin, je veux dire, on est où? Sans parler des tests, puisque là aussi pour les tests, il y a eu défaut. Il y a eu défaut aussi pour les bouteilles d'oxygène. Et il y a un défaut du gouvernement, je dirais, qui est antérieur. Parce que quand les choix précédent à l'arrivée d'Emmanuel Macron de ne pas stocker les masques et de se débarrasser du stock de masques. Bon, là, c'est quand même un problème qui est un problème majeur. Ça veut dire qu'on n'a pas pensé qu'il fallait prévenir d'éventuelles crises qui pouvaient arriver. Mais sous ce gouvernement, vous avez la prolongation de cette même logique, qui est néolibérale, qui est une logique d'austérité où la santé doit être rentable. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Et d'une certaine manière, si le coronavirus n'est pas en lui-même un élément politique, c'est un virus et nous l'affrontons. La façon dont nous nous organisons pour l'affronter, elle, est profondément politique et j'estime que ce gouvernement nous a mis dans une situation dangereuse et n'a pas pris les mesures qui auraient permis de nous protéger correctement. Madame. Et ça, je pense que ça vient quelque part d'un logiciel idéologique. Il ne pouvait pas, avec ce qu'il a en tête, penser les solutions qui nous auraient permis d'éviter de nombreux morts. Madame Autain, je vais me permettre de vous demander des réponses un tout petit peu plus courtes afin qu'on puisse aborder un maximum de sujets avec vous. J'aimerais qu'on revienne, vous l'avez peut-être entendu, sur cette déclaration d'Emmanuel Macron qui était présent dans l'Aisne aujourd'hui pour un hommage au général de Gaulle après la bataille de France de 1940. Lors d'un bref entretien avec Xavier Bertrand, il a déclaré ceci. Les Français ont gagné cette bataille parce que c'est la solidité et l'esprit de responsabilité de nos concitoyens qui a permis de stopper l'épidémie. Vous pensez aussi, Clémentine Autain, que la bataille contre l'épidémie est gagnée ? Non, bien sûr que la bataille contre l'épidémie n'est pas gagnée. C'est évident qu'il faut rester vigilant. Alors peut-être dispose-t-il d'informations que nous n'avons pas. C'est heureux que la période de confinement ait porté ses fruits, mais il me semble que nous devons continuer à être vigilants pour faire en sorte que, en effet, nous puissions gagner la bataille contre le coronavirus. Question de Loïc Signor du service politique. Oui, bonsoir Clémentine Autain. On entend évidemment vos critiques à l'égard du gouvernement. Sur l'hôpital, Emmanuel Macron a fait un mea culpa assez retentissant, en reconnaissant s'être trompé, notamment sur les 2 plans annoncés depuis qu'il est au pouvoir. Est-ce que cela va quand même dans le bon sens, ce que prépare le gouvernement pour l'après-crise, notamment en ce qui concerne l'hôpital ? D'abord, moi, je suis vraiment effarée de voir qu'après plusieurs mois maintenant que nous sommes face à cette crise avec des personnels soignants qui sont au front, on n'a toujours pas de sommes concrètes mises sur la table pour dire voilà, les personnels vont être augmentés de temps et à part des médailles et une prime et pas pour tout le monde, pour l'instant il n'y a rien de clair et de précis de la part du gouvernement. Donc le fait de tarder me paraît absolument gravissime. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas pris la mesure du cri
d'alerte qui vient des personnels soignants et que je partage complètement, parce que c'est formidable que les Français aient applaudi à 20h à leur fenêtre, mais vous voyez bien qu'on ne va pas s'en sortir simplement avec des merci. Il va falloir donner les moyens au personnel hospitalier de faire leur travail. Et donc là, quand je lis ce qu'on nous annonce ce matin et qu'il est question de remettre en cause les 35 heures, mais je me dis que le gouvernement n'a strictement rien compris. Vous avez des personnels qui sont au bord du burn-out. Ils demandent à ce qu'il y ait du renfort, pas à travailler davantage, mais à travailler dans de meilleures conditions, avec des salaires sérieusement revalorisés et avec du personnel en plus et des lits en plus. Or là, vous voyez bien que le gouvernement reste dans un tout petit cadre qui est celui de l'austérité et des normes néolibérales, et que dans ce cadre, à mon sens, il n'y a pas de solution viable pour permettre à l'hôpital d'être à niveau de ce qu'on devrait être, et à la France aussi de retrouver son rang. Je vous rappelle que la France a longtemps été premier au rang mondial pour son système de santé. Je crois qu'il est aujourd'hui à peu près au 23 ou au 25e rang. Donc tout ce qu'on a perdu, c'est inadmissible, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses franchement. La santé n'est pas une marchandise et les personnels soignants doivent être considérés et pas seulement remerciés. Et justement, comment concilier la reprise économique alors que la dette a explosé pendant cette période du coronavirus et ces mesures pour l'hôpital, pour relancer, pour donner gain de cause à ce personnel soignant? Que propose la France Insoumise? On entend votre leader Jean-Luc Mélenchon proposer une sorte de grand Grenelle avec tout le monde autour de la table. Est-ce que vous accepteriez de plancher aux côtés du gouvernement sur un plan de relance d'après-crise? Écoutez, je pense que la façon dont nous allons aborder l'après-crise, c'est un débat démocratique. Il faut être clair. Donc il y a le chemin que va continuer de prendre le gouvernement en place, parce que pour l'instant, on a l'impression que tout change pour que rien ne change. Je ne vois pas pour l'instant ce gouvernement en capacité de réorienter en profondeur ces mesures. Je vais vous donner un seul exemple. Rendez-vous compte que quand nous avons demandé, au moment du vote du budget rectificatif, en pleine crise du coronavirus, en plein confinement, alors que les gens étaient en grande difficulté sociale, tout simplement de remettre en cause la réforme de l'ISF, de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que nous voulions arrêter que les riches ne payent pas cet impôt pour pouvoir mettre au pot commun et faire vivre la solidarité. Eh bien, la majorité En Marche ne l'a pas accepté. Donc, vous me demandez comment on peut faire. Nous disons qu'il y a la possibilité de taxer les grands groupes qui, pendant toute cette période, n'ont cessé de reverser des dividendes en milliards. Il y a la possibilité de faire payer les hyper riches. Il y a la possibilité de partager les richesses autrement et de décider ce qui relève du bien commun et doit être conforté dans notre société, et ce qui relève de besoins qui ne sont pas essentiels et qui doit donc ne pas être au cœur de la solidarité et de la mise en commun. Et ça, ce débat-là, en effet, il faut que nous l'ayons, et nous aurons des propositions qui seront sans doute diamétralement opposées. Clémentine Autain, un dernier mot de politique, un mot sur les municipales précisément. Le gouvernement souhaite soumettre la date du deuxième tour à un vote de l'Assemblée. Vous voteriez pour un deuxième tour dès la fin du mois de juin ? Écoutez, je ne sais pas à quel moment nous allons être saisis pour ce choix, qui est un choix difficile, parce que j'ai en tête les conditions du précédent scrutin, avec, y compris autour de moi, beaucoup de personnes qui ont été contaminées dans cette période de pré-campagne et peut-être le dimanche même de l'élection. Donc j'entends que c'est tendu, mais si on ouvre les restaurants, qu'on ouvre les écoles, alors la démocratie doit pouvoir fonctionner. Donc vous voyez, ma conviction n'est pas totalement faite, mais je pense que l'enjeu démocratique n'est pas mineur dans une période comme la nôtre. Vous imaginez tout de même des bureaux de vote dans les écoles, à l'heure où on fait tout pour qu'elles soient le plus sûres possible pour nos enfants. C'est vrai qu'avec un peu de recul, et si on se place du côté notamment des parents, des enseignants, ça peut sembler un peu déraisonnable. Écoutez, il faut en tout cas que les conditions de protection, les conditions sanitaires soient assurées. Peut-être que le gouvernement peut y arriver. La dernière fois, ce n'était sans doute pas totalement clair. Donc je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faut savoir comment le gouvernement met sur la table un plan précis pour le faire. Et si en effet les conditions sanitaires ne sont pas correctes, alors il vaudra mieux sans doute repousser cette échéance.
Clémentine Autain, si on se projette dans le monde d'après, le monde politique d'après, comment la gauche va-t-elle exister? On a vu pendant cette période du coronavirus le retour médiatique d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon. Comment pouvez-vous unir vos forces pour compter lors de la prochaine présidentielle? Écoutez, il me reste 30 secondes, c'est ça, c'est une question extrêmement est-ce que vous êtes en capacité de vous unir? Complexe. Je peux vous dire, voilà, je peux vous dire mon souhait. Je pense qu'il faut du rassemblement, mais que pour l'emporter en France aujourd'hui, ce rassemblement, il doit se faire sur des bases politiques qui permettent véritablement de transformer la société. Il faut prendre à bas le corps la bifurcation écologiste. Il faut partager les richesses franchement. Il faut être capable de penser l'égalité sociale et territoriale. Il faut repenser aussi les libertés publiques qui sont aujourd'hui massacrées par le pouvoir en place. Donc, vous voyez, ce sont des sujets sur lesquels, en effet, il y a la possibilité de rassembler dans la société. Mais est-ce que les forces politiques sont prêtes à mettre toutes leurs énergies dans la bataille et en effet dépasser ce qui peut nous diviser aujourd'hui? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il faut en tout cas prendre sa pelle et sa pioche et y aller parce que nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous. Et donc c'est pour ça que je dis deux choses. Je dis à la fois du rassemblement, mais pas à n'importe quelle condition. Si c'est pour basculer vers des politiques qu'on a déjà connues et qui ont tant déçu dans notre pays, je pense en particulier à l'ère Hollande, je vous le dis franchement, je n'en serai pas. En revanche, si nous sommes capables, ensemble, largement, de faire vivre un projet de transformation sociale et écologiste à la hauteur des défis contemporains, alors là, je crois que non seulement nous pouvons convaincre parmi les Français, mais je pense que nous pouvons gagner. Un dernier mot, Clémentine Autain, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais que vous entendiez sur ce sujet que vous défendez, on le sait depuis longtemps. Depuis 8 semaines, on assiste à des recrudescences de violences intrafamiliales sur les femmes ou même sur les enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas encore assez fait pour changer les mentalités. Pardonnez-moi, mais il nous reste peu de temps. Oui, très rapidement, je veux juste vous dire à quel point j'ai enragé du milliard que nous avions demandé dans la rue par centaines de milliers de personnes présentes et que nous n'avons jamais obtenu du gouvernement. Et au moment où arrive la crise avec le confinement, on se dit que tout ce qui n'a pas été fait avant, et ben voilà, on le paye très durement dans ce moment difficile pour les femmes qui sont face à des personnes violentes, à des conjoints violents ou à des enfants qui sont face à des parents maltraitants. Donc ce sont des sujets politiques majeurs et là encore, il faut dégager des moyens pour, dans la durée, être capable de prévenir et d'être capable d'apporter tout le soutien qu'il faut à ces femmes et à ces enfants. Merci beaucoup Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis, d'avoir répondu en direct à toutes nos questions. On va marquer